La pluie s'abattit sur le manoir d'Ashworth, comme elle le faisait toujours en cet automne de 1847, sans douceur, sans pitié, mais en grandes nappes grises qui fouettaient les pierres anciennes, tel un châtiment venu des cieux mêmes. Le manoir s'élevait des landes du Yorkshire comme une sombre sentinelle, ses tours perçant les nuages bas, ses fenêtres ne reflétant rien d'autre que l'orage infini. Le lierre grimpait sur la façade ouest avec la lente détermination des décennies, et les cheminées, 12 au total, bien que seuls 3 aient jamais laissé échapper de la fumée, se dressaient contre le ciel comme des doigts brisés, tendant vers un dieu qui avait depuis longtemps détourné son visage. C'était le fief des ducs d'Ashworth, transmis à travers 10 générations de sang Blackwood, et au cours de tous ces siècles, les villageois qui vivaient dans l'ombre de son influence juraient que la demeure n'avait jamais connu un seul jour de véritable soleil. Ils en parlaient à voix basse à la taverne, en chuchotant après les services du dimanche, dans les avertissements prudents que les mères donnaient aux enfants qui s'aventuraient trop près des murs de pierre en ruine du domaine. Restez loin du manoir d'Ashworth, restez loin du duc impitoyable. Car entre ces murs trempés de pluie vivait Lord Sebastian Blackwood, le 11e duc d'Ashworth, et sa réputation le précédait comme un vent froid sur les landes. Les domestiques qui le servaient, un personnel réduit composé de ceux qui étaient trop vieux ou trop désespérés pour chercher un emploi ailleurs, se déplaçaient dans les couloirs les yeux baissés et à pas mesurés. Ils avaient appris, au cours des 5 années écoulées depuis la tragédie, qu'aucun d'entre eux n'osait nommer à voix haute, que leur maître préférait le silence à la parole, l'ombre à la lumière, la solitude à toute forme de chaleur humaine. La cuisinière murmurait à Madame Thornton qu'elle ne l'avait pas vu sourire depuis l'année où la vieille reine était montée sur le trône, et Madame Thornton, qui était au service depuis que le duc actuel était un garçon en culotte courte, ne pouvait que pincer les lèvres et se souvenir d'un autre temps, d'un autre Sébastien, avant que le chagrin ne se calcifie en quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la cruauté. Le jardin, qui avait autrefois fait la fierté du comté, gisait maintenant dans un enchevêtrement de roses mortes et de haies envahissantes. La fontaine en son centre silencieuse et étouffée par les feuilles d'automne. Et l'aile est, autrefois remplie de musique et de rire, restée fermée à clé et interdite, ses fenêtres sombres, ses secrets préservés derrière des portes de chêne qui ne s'étaient pas ouvertes depuis une demi-décennie. En cette soirée particulière, alors qu'octobre se fondait dans novembre et que la pluie ne montrait aucun signe de pitié, le duc se tenait à la fenêtre de son bureau, un verre de whisky intact à la main, et regardait l'orage assaillir sa demeure ancestrale. Son reflet dans la vitre révélait un visage qui aurait pu être taillé dans la même pierre grise que le manoir lui-même, des pommettes saillantes, une mâchoire figée dans une tension permanente, des cheveux sombres rejetés en arrière d'un front qui semblait conçu pour la mélancolie, et des yeux de la couleur des mers d'hiver, froids et insondables, et touchés par quelque chose qui aurait pu être du chagrin si l'on avait osé regarder assez longtemps pour le nommer. Il ne savait pas que le lendemain amènerait un carrosse franchissant les portes, transportant en son sein une femme qui remettrait en question tout ce qu'il croyait de lui-même, de l'amour, des murs soigneusement construits qu'il avait érigés autour de son cœur gelé. Il ne connaissait que la pluie, et le silence, et le poids de promesses qu'il avait l'intention de ne jamais briser. Le carrosse qui se fraya un chemin à travers les portes du manoir l'après-midi suivant transportait en son sein une femme qui avait appris, en l'espace d'une seule quinzaine, que la vie qu'elle s'était imaginée, les conforts modestes, le mariage éventuel avec un gentilhomme de campagne au regard bienveillant, les enfants qu'elle élèverait dans une maison remplie de livres et de rires, n'avaient été rien de plus qu'un rêve agréable dont les circonstances l'avaient violemment tirée. Lady Eleonora Wren, fille du vicomte déshonoré d'Ashford, était assise,
ses mains gantées jointes sur ses genoux, et sa colonne vertébrale fermement pressée contre le siège de velours usé, regardant à travers une vitre éclaboussée de pluie, le manoir d'Ashworth se dressait devant elle comme une promesse de purgatoire. Elle avait 24 ans, pâle de nuit blanche et de l'épuisement particulier qui vient lorsqu'on a pleuré jusqu'à ce que le corps refuse simplement de produire d'autres larmes. Et pourtant, il restait dans la fermeté de sa mâchoire et la constance de ses yeux gris une dignité que la pauvreté et le désespoir n'avaient pas encore réussi à éteindre. Les dettes de son père, accumulées au fil d'années de mauvais investissements, d'amis de confiance qui se sont avérés indignes de confiance, et du lent et inexorable déclin qui semblait frapper les familles s'accrochant à des titres sans la fortune pour les soutenir, étaient finalement arrivés à échéance, et les créanciers n'avaient montré aucune pitié. La prison pour dette avait plané comme une condamnation à mort pour un homme déjà affaibli par la honte et l'âge, et Éléonora s'était préparée à vendre chaque bien restant, à travailler jusqu'à s'écorcher les doigts si nécessaire, quand la lettre était arrivée, portant le sceau d'Ashworth. Les conditions du duc avaient été précises, cliniques, totalement dépourvues de sentiments. Il rachèterait l'intégralité des dettes de son père et assurerait la retraite confortable du vicomte dans un petit cottage dans le sud, et en échange, Éléonora deviendrait sa femme. Aucune explication n'avait été offerte quant à la raison pour laquelle un homme de sa richesse et de sa position chercherait une épouse d'une famille ruinée. Aucune prétention de cour ou d'affection. Simplement une transaction aussi froidement efficace que n'importe quel arrangement commercial. Elle avait accepté parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et maintenant, alors que le carrosse s'arrêtait en frémissant devant les grandes portes de chêne du manoir, elle pressa la paume de sa main à plat contre sa poitrine et força son cœur battant à se calmer. Le majordome qui l'accueillit était ancien et sans sourire, et les laquais qui portaient son unique malle se déplaçaient avec l'efficacité silencieuse d'hommes habitués au silence. Elle fut conduite à travers des couloirs qui sentaient la poussière et l'abandon, devant des fenêtres qui semblaient rejeter le peu de lumière grise que l'après-midi offrait, jusqu'à ce qu'elle se tienne enfin devant les portes du bureau du duc. Il ne se leva pas quand elle entra. Sébastien Blackwood était assis derrière un bureau massif, en acajou sombre, des papiers étalés devant lui, et pendant un long moment, il la regarda simplement, cataloguant, évaluant, la trouvant inadéquate ou convenable, elle ne pouvait le dire. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait prévu, peut-être 30 ans, et dévastateur de la manière dont une tempête d'hiver est dévastatrice. Tout en arête vive et en puissance à peine contenue, ses cheveux sombres tombant sur un front plissé par ce qui aurait pu être du mécontentement ou simplement son état naturel. « Beau », pensa-t-elle à contre-cœur, puis immédiatement, « et cruel. »« Lady Éléonora », dit-il, et sa voix était basse, sèche, totalement dépourvue de chaleur. « Vous comprenez les termes de notre arrangement. » Ce n'était pas une question, mais elle répondit néanmoins, sa propre voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Oui, votre grâce. » Il se leva alors, contournant le bureau avec la grâce fluide d'un prédateur, et s'arrêta assez près pour qu'elle puisse voir le gris mer d'hiver de ses yeux, sentir le bois de santal et quelque chose de plus sombre en dessous. « Alors, que les choses soient claires, » dit-il, chaque mot, une pierre jetée dans une eau calme. « Je ne vous aimerai jamais. Ne confondez pas le devoir avec l'affection. Vous aurez le confort, la sécurité, la protection de mon nom. Mais mon cœur ne fait pas partie de ce marché. Il n'est pas à moi pour que je le donne. » Éléonora soutint son regard, bien que quelque chose dans sa poitrine se serre douloureusement à la finalité de son ton. « Je ne suis pas venue ici en espérant l'amour, votre grâce, » répondit-elle doucement, et si sa voix tremblait légèrement,
Elle refusa de baisser les yeux. « Je suis venu ici pour sauver mon père. C'est un arrangement suffisant pour moi. » Quelque chose vacilla dans son expression, de la surprise peut-être, ou le fantôme du respect, mais cela disparut aussi vite que c'était apparu, remplacé par le masque de pierre qu'elle soupçonnait qu'il montrait au monde entier. Il se détourna, la congédiant de son silence, et Éléonora suivit la gouvernante qui l'attendait jusqu'à ses appartements, la tête haute, son cœur apprenant déjà la géographie de sa nouvelle prison. La chapelle du manoir d'Ashworth n'avait pas vu de mariage depuis 11 ans, et ses murs de pierre froide semblaient ressentir l'intrusion, les bougies vacillant dans les courants d'air qui se glissaient à travers le mortier ancien, leur faible lumière ne faisant que peu pour dissiper la pénombre qui s'accrochait à chaque coin comme une chose vivante. Éléonora se tenait dans une robe de soie gris pâle, pas blanche, car ce n'était pas une célébration. Et ils avaient tous deux compris sans le dire que revêtir l'occasion de parures traditionnelles serait une moquerie qu'aucun d'eux ne pouvait supporter, et écouter les paroles monotones du vicaire comme d'une grande distance, comme si elle regardait une autre femme promettre sa vie à un homme taillé dans l'hiver même. Il n'y avait pas d'invités pour assister à l'union, pas de fleurs ornant l'autel, pas de musique pour annoncer sa marche le long de l'étroite allée. Il n'y avait que la pluie qui n'avait pas cessé depuis son arrivée, tambourinant contre les vitraux de la chapelle, comme les doigts de tous les fantômes que cette maison contenait sûrement. Et il y avait Sébastien, debout et rigide à l'autel, en noir assorti aux ombres sous ses yeux, prononçant ses vœux d'une voix totalement dépourvue de sentiment. « C'est la mort d'une vie et le début d'une autre », pensa Éléonora en répétant les mots que le vicaire lui soufflait, sa propre voix étrange et creuse à ses oreilles. « Et je dois faire le deuil de la première si je veux survivre à la seconde. » Elle avait rêvé, autrefois, des rêves insensés de jeune fille qu'elle avait gardés pliés dans son cœur comme des fleurs séchées, d'un jour de mariage rempli des larmes de joie de sa mère, du sourire fier de son père, d'un homme qui la regarderait comme si elle était la réponse à chaque prière qu'il avait jamais murmurée dans le noir. Cette mariée, ce rêve, se dissolvait comme la brume matinale, alors que le vicaire les déclarait mari et femme, et Sébastien ne l'embrassa pas, ne tendit même pas la main vers elle, se contentant d'incliner la tête dans ce qui aurait pu être une reconnaissance avant de se tourner pour signer le registre comme s'il concluait une transaction commerciale. Le petit déjeuner de noces fut une affaire silencieuse dans la petite salle à manger, la nourriture intacte dans l'assiette d'Éléonora, son nouveau mari assis à l'autre bout de la table, comme un étranger partageant une diligence publique. Quand le soir tomba, et que les domestiques eurent débarrassé les preuves de leur célébration sans joie, Éléonora fut conduite aux appartements de la duchesse, de grandes pièces qui sentaient la lavande et l'abandon, leurs lourds rideaux tirés contre la nuit, et elle s'assit devant le miroir dans sa chemise de nuit, brossant ses cheveux avec des gestes méthodiques, attendant un mari qui ne venait pas. L'horloge sonna minuit, puis 1 heure, et elle restait assise, jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin qu'il ne franchirait pas le seuil qui séparait ses appartements des siens, que leur mariage serait fait de formalités, de silence et de distance soigneusement entretenues. Elle se leva et alla à la fenêtre, pressant sa paume contre la vitre froide, regardant la foudre fendre le ciel au-dessus des landes en rivière déchiquetées de feux blancs, illuminant pour un bref instant le paysage sauvage qui était maintenant sa maison, sa prison, sa pénitence pour le péché d'être né dans une famille qui ne pouvait conserver sa fortune. « Je ne céderai pas, se dit-elle, le dit-elle à l'orage, à l'obscurité qui pressait contre la vitre. Je ne le laisserai pas me voir céder, je trouverai un moyen de survivre à cette maison et à cet homme, et peut-être qu'en survivant, je découvrirai quelque chose pour lequel il vaut la peine de vivre. » Le tonnerre roula sur les landes comme la voix de Dieu, et Éléonora Blackwood, duchesse d'Ashworth,
resta seule pour sa nuit de noces et ne pleura pas. Les jours qui suivirent son mariage se fondirent les uns dans les autres comme des aquarelles dont les bords se mêlent, chaque matin apportant la même lumière grise à travers les mêmes lourds rideaux, chaque soir trouvant Éléonora seule dans des appartements qui ressemblaient moins à des pièces qu'à des cellules magnifiquement aménagées. Et elle fit donc ce que tout prisonnier d'esprit et de volonté ferait. Elle commença à cartographier les limites de sa captivité, à apprendre la géographie de cette maison d'ombre qui était maintenant, par la loi et le contrat, sa demeure. Le manoir d'Ashworth se révélait à contre-cœur, ses couloirs s'enroulant de manière à défier la logique, ses pièces s'ouvrant sur d'autres pièces dans un dédale labyrinthique qui témoignait de générations d'ajouts et de modifications, chaque seigneur ajoutant sa propre vision sans égard pour ce qui avait précédé, jusqu'à ce que l'ensemble soit devenu un monument à l'excentricité noble et à la confusion architecturale. Elle erra à travers des galeries ornées de portraits d'ancêtres au visage sévère, à travers des salons où des draps de protection couvraient les meubles comme des linceuls sur les défunts récents, à travers une véranda dont les panneaux de verre étaient si encrassés par le temps que la faible lumière du soleil filtrait en flots jaunâtres et maladifs, et partout où elle allait. Elle sentait le poids de regards observateurs, des domestiques qui se taisaient à son approche, qui faisaient la révérence ou s'inclinaient avec une précision mécanique avant de se fondre à nouveau dans les ombres d'où ils avaient émergé. C'est le 4e jour de ses explorations qu'elle découvrit l'aile est, ou plutôt qu'elle découvrit qu'elle ne pouvait pas la découvrir. Une lourde porte de chêne, fermée à double tour, se dressant au bout d'un couloir dont les bougies avaient été laissées se consumer et mourir. Et lorsqu'elle pressa sa paume contre le bois, elle sentit quelque chose qui aurait pu être un courant d'air de l'autre côté, froid et légèrement sucré, comme des fleurs laissées trop longtemps dans de l'eau stagnante. Elle ne posa pas de questions sur la porte verrouillée. Un certain instinct l'avertissant que les questions sur certaines choses dans cette maison ne seraient pas les bienvenues. Mais plus tard, le même jour, en explorant un salon oublié au 3e étage, elle le trouva, un portrait appuyé contre le mur, son visage tourné comme par honte, et lorsqu'elle souleva le tissu poussiéreux qui le recouvrait, elle se retrouva à fixer les yeux peints d'une jeune femme d'une beauté extraordinaire, aux cheveux sombres et à la peau pâle, avec un sourire qui semblait contenir un chagrin secret, une connaissance de la tragédie à venir. Elle était toujours là, transfigurée par ses yeux peints, quand une voix derrière elle la fit sursauter. Ce serait la défunte duchesse, votre grâce. Et elle se tourna pour trouver madame Thornton, la gouvernante vieillissante, l'observant avec une expression qui mêlait méfiance et quelque chose qui aurait pu, sous une meilleure lumière, ressembler à de la sympathie. Les mains de la vieille femme étaient rugueuses après des décennies de travail, mais ses yeux étaient bienveillants, et autour d'un thé dans le salon de la gouvernante, une petite rébellion contre le protocole que madame Thornton semblait prête à risquer, Éléonora apprit les rythmes de la maisonnée, les noms des domestiques, les moments où le duc préférait une solitude absolue et les endroits où il ne fallait jamais le déranger. Et elle commença à remarquer, aussi, les incohérences qui ne correspondaient pas au portrait d'un homme impitoyable, les bols de reste laissés à la porte de la cuisine pour les chiens errants qui parcouraient le domaine. Le jeune fils du jardinier arborant des chaussures neuves que le salaire de son père n'aurait jamais pu lui offrir, la façon dont les domestiques parlaient de leur maître avec crainte, oui, mais aussi avec une loyauté confuse qui suggérait qu'ils avaient vu en lui quelque chose que le monde n'avait pas vu. Et Éléonora rangea ses observations comme des fleurs séchées dans un livre, de petites pièces d'un puzzle qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle était déterminée, dans les longues heures vides qui s'étendaient devant elle, à résoudre. Des semaines passèrent dans la grisaille monotone du manoir d'Ashworth, et Éléonora apprit à se construire une vie
à partir des maigres matériaux à sa disposition. Le thé du matin pris dans la véranda qu'elle avait lentement nettoyée de ses propres mains. Les après-midi passés à lire dans le salon orienté au sud où la lumière était la moins hostile, les soirées de travaux d'aiguille près du feu dans son salon privé, l'aiguille montant et descendant à des rythmes qui apaisaient son esprit agité. Et pendant tout ce temps, elle et Sébastien se déplaçaient dans la même maison, comme des navires naviguant sur les mêmes eaux, mais guidés par des étoiles différentes, se croisant occasionnellement dans les couloirs où il inclinait la tête en guise de reconnaissance laconique avant de poursuivre son chemin, partageant des repas dans un silence si complet que le grattement de l'argenterie contre la porcelaine semblait assourdissant. Maintenant, la chorégraphie soignée d'étrangers qui se trouvaient partager un nom et un toit, mais rien de plus. Elle apprit ses habitudes comme on apprend celles du temps, quand il partait à cheval sur les landes, quand il s'enfermait dans son bureau avec ses registres et sa correspondance, quand il descendait à la cave à vin et n'en ressortait qu'aux petites heures du matin. Et elle modela ses propres mouvements pour éviter les collisions, pour préserver la paix fragile de l'évitement mutuel qui semblait le mieux que l'un ou l'autre pouvait espérer. Mais ce fut une nuit où le sommeil ne venait pas, où le vent hurlait contre ses fenêtres comme une créature cherchant à entrer, qu'Éléonora s'enveloppa dans un châle et s'aventura jusqu'à la bibliothèque à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, pour calmer ses pensées tumultueuses, et là elle le trouva. Sébastien, debout devant le feu mourant, avec un livre à la main, ses cheveux sombres en désordre comme s'il y avait passé les doigts, son visage à la lueur du feu dépouillé de son masque froid habituel et portant à la place une expression de chagrin si brute et sans défense qu'elle s'arrêta sur le seuil, le souffle coupé, se sentant comme si elle était tombée sur quelque chose de privé, de sacré, quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de voir. Il leva les yeux au petit bruit qu'elle fit, et pendant un instant suspendu, leurs regards se croisèrent à travers la pièce assombrie, et elle vit dans son regard quelque chose qui ressemblait presque à de la solitude, presque à du désir, avant que la glace familière ne descende, et que sa mâchoire ne se durcisse, et qu'il ne referme le livre avec une force inutile. « La bibliothèque est à votre disposition pendant les heures de jour, madame, » dit-il. Sa voix portant le tranchant qu'elle avait appris à attendre, je pensais que c'était compris. Elle aurait dû se retirer, murmurer des excuses et fuir vers ses appartements, mais quelque chose, peut-être l'aperçu de ce visage sans défense, peut-être le dos du livre qu'elle pouvait maintenant voir dans ses mains, un volume de poésie de Byron, à peine la lecture d'un homme sans âme, la fit tenir bon. « Je ne pouvais pas dormir, » dit-elle simplement, « je ne voulais pas m'immiscer. » Il la fixa un long moment, et elle crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux, une lutte qu'elle ne pouvait nommer, avant qu'il ne pose le livre et ne passe devant elle sans un mot de plus. La laissant seule dans la bibliothèque avec l'odeur de la fumée de bois et du vieux papier et le fantôme de quelque chagrin qui avait creusé ses rides autour de sa bouche. « Il y a plus en lui que de la glace, » pensa-t-elle, debout là où il s'était tenu, ses doigts effleurant le dos du Byron qu'il avait abandonné. Il y a des profondeurs sous cette surface gelée, des eaux qui coulent sombres et rapides et remplies d'une douleur qu'il ne nommera pas. Et je les ai vues maintenant, et je ne peux plus l'ignorer, je ne peux plus retourner à la croyance qu'il est simplement cruel. Elle ramena la poésie dans ses appartements, et lut jusqu'à ce que l'aube argente les fenêtres, et elle ne le savait pas encore, mais quelque chose avait changé dans l'architecture soignée de son cœur. Un mur avait développé sa première fissure, et à travers cette fissure, dangereuse comme la lumière du printemps à travers la glace d'hiver, la première pâle vrille de curiosité avait commencé à grandir. Le village d'Ashworth Hollow se trouvait à 3 miles du manoir, un amas de cottages en pierre et de modestes boutiques blotties les unes contre les autres, comme pour se réchauffer contre la grisaille perpétuelle
qui semblait planer sur ce coin d'Angleterre comme une malédiction. Et c'est vers ce village qu'Éléonora s'aventura un matin où les murs de sa prison dorée s'étaient trop resserrés et où le silence était devenu trop bruyant, prenant la petite voiture que Madame Thornton lui avait assuré être à sa disposition, bien que le palefrenier, qui attela les chevaux, l'observa avec les yeux méfiants d'un homme qui s'attendait à la voir revenir en larmes ou ne pas revenir du tout. La grande rue pavée devint silencieuse à son passage, les conversations mourant en milieu de phrases, les commerçants s'arrêtant sur le pas de leur porte pour dévisager la nouvelle duchesse d'Ashworth comme si elle était une créature exotique échappée d'une ménagerie, et elle sentit leur regard comme la piqûre d'aiguille contre sa peau. De la curiosité, oui, mais aussi de la peur, et quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié, comme s'il savait quelque chose sur son destin qu'elle-même n'avait pas encore appris. Elle s'arrêta à la boutique de la modiste pour des rubans dont elle n'avait pas besoin, chez l'apothicaire pour de l'eau de lavande qu'elle n'utiliserait pas, et partout où elle allait, les réactions étaient les mêmes. Une politesse cassante qui se brisait en chuchotements dès qu'elle tournait le dos. Des regards de côté échangés entre des villageois qui se connaissaient depuis toujours et partageaient des secrets qu'ils ne partageraient jamais avec elle. C'est dans le cimetière de l'église, où elle avait erré pour échapper au poids oppressant de tous ces regards, qu'elle trouva la tombe, un ange de marbre blanc pleurant sur une pierre qui disait simplement « Isabelle, duchesse d'Ashworth, 1820-1842, bien-aimée ». Et elle se tenait encore là, lisant ce seul mot encore et encore, quand une voix grinça derrière elle comme un vieux portail oscillant dans le vent. « Vous seriez donc la nouvelle » dit la vieille femme, courbée presque en deux sur une canne, son visage une carte de rides et ses yeux vifs comme du verre brisé, venue voir ce qu'il est advenu de la dernière. Le nom de la femme était Agnès, et elle avait vécu à Ashworth Hollow pendant 80 ans, avait connu le grand-père du duc et son père, et avait vu le jeune Sébastien passer d'un garçon rieur à un homme de glace et d'ombre, et elle parlait maintenant avec la liberté des très vieux qui ont survécu à leur peur des conséquences. « Morte d'une fièvre, disent-ils, murmura Agnès en désignant la tombe. Mais la fièvre n'explique pas les cris que les gens ont entendus du manoir ces derniers jours, n'explique pas pourquoi sa grâce s'est enfermée pendant 1 an par la suite et en est ressorti un homme entièrement différent, n'explique pas pourquoi il n'a jamais prononcé son nom depuis que la terre s'est refermée sur elle. Mais alors la voix de la vieille femme s'adoucit, prit une texture presque tendre, et elle parla du jeune duc tel qu'il avait été avant, généreux, chaleureux, enclin à un rire qui pouvait remplir une pièce comme la lumière du soleil, dévoué à sa jeune épouse avec une passion qui avait fait l'envie du comté. Et Éléonora écoutait, son cœur battant étrangement et rapidement, comprenant maintenant que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas celui qu'il avait toujours été, que quelque part sous la glace gisaient les ruines de quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un détruit par ce qui s'était passé dans cette aile et verrouillé il y a 5 ans. Et elle retourna à sa voiture, avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec quelque chose de nouveau brûlant dans sa poitrine. Pas de l'espoir, pas encore, mais peut-être son lointain cousin, le premier faible frémissement de la croyance que les choses gelées pouvaient parfois, avec patience et chaleur, apprendre à dégeler. L'orage s'annonça des heures avant son arrivée, le ciel s'assombrissant jusqu'à la couleur d'une échymose, l'air devenant lourd et électrique, avec une charge qui faisait se hérisser les poils sur les bras d'Éléonora et rendait les chevaux dans les écuries nerveux, et au moment où la nuit tomba, les cieux s'étaient ouverts avec une fureur qui semblait presque personnelle, la pluie fouettant les fenêtres comme des poings, exigeant d'entrer, le tonnerre roulant sur les landes en grandes vagues fracassantes qui secouaient les fondations mêmes du manoir d'Ashworth,
la foudre fendant l'obscurité avec une telle férocité que les domestiques se signaient et murmuraient des prières et se retiraient dans leurs quartiers en bas, laissant la vaste maison craquer et gémir autour de ses deux habitants comme un navire pris dans une tempête en mer. Éléonora était assise dans sa chambre avec un livre qu'elle ne pouvait pas lire, les mots nageant devant ses yeux chaque fois que le tonnerre éclatait, et elle se disait que ce n'était que l'orage qui la tenait éveillée, que seule la violence du temps faisait battre son cœur. Mais quelque temps après minuit, lorsque la tempête atteignit son terrible crescendo, elle entendit quelque chose sous le rugissement du vent et de la pluie. Un son qui lui glaça le sang et la tira de son lit, malgré chaque instinct qui lui hurlait de rester cachée. Un cri, rauque et angoissé, déchirant les murs depuis les appartements du maître au bout du couloir, et elle se tint dans sa chemise de nuit, la main pressée contre sa gorge, écoutant Sébastian Blackwood, le duc impitoyable, l'homme de glace et de silence, crier dans son sommeil comme un homme qu'on déchire de l'intérieur. Les cris venaient par vagues, des mots qu'elle ne pouvait pas tout à fait distinguer, mais dont l'angoisse n'avait besoin d'aucune traduction. Non. S'il vous plaît. Et un nom qui aurait pu être Isabelle ou autre chose entièrement. Et Éléonora se retrouva à bouger avant d'avoir décidé de le faire, ses pieds nus froids contre le plancher, sa bougie vacillant dans les courants d'air qui rôdaient dans le couloir obscurci, jusqu'à ce qu'elle se tienne devant sa porte, la main levée pour frapper et son courage l'abandonnant, sachant qu'elle n'avait aucun droit d'assister à cela, aucun droit de s'immiscer dans un chagrin si privé et si brut, et pourtant incapable de s'éloigner, incapable de le laisser seul dans le cauchemar qui le tenait captif. Elle ne frappa pas. Finalement, elle alla plutôt à la cuisine, naviguant dans les escaliers inconnus à la lueur des éclairs et de mémoire, et elle chauffa de l'eau sur les braises de la grande cuisinière et prépara du thé avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, ajoutant du miel comme Madame Thornton avait mentionné que sa grâce le préférait, bien qu'il n'admettrait jamais une telle petite douceur. Et elle remonta la tasse à travers la maison, secouée par l'orage, et la posa par terre devant sa porte, une petite offrande, une reconnaissance sans parole qu'elle avait entendue, que quelqu'un dans ce monde froid savait qu'il souffrait. Puis elle se retira dans ses propres appartements et resta éveillée jusqu'à ce que l'aube se lève, grise et épuisée, sur les landes. Elle ne s'attendait à aucune reconnaissance. Elle ne l'avait pas fait pour des remerciements, mais pour quelque chose de bien plus simple, le même instinct qui la poussait à laisser du pain pour les chiens errants et à parler doucement aux enfants des domestiques. Mais lorsqu'elle sortit de sa chambre dans la pâle lumière du matin, elle trouva la tasse vide sur sa soucoupe, et Sébastien debout au bout du couloir, son visage hagard d'insomnie, ses yeux retenant les siens pendant un long moment sans défense avant qu'il ne parle, sa voix rauque et étrange. « Merci. » Juste cela, 2 mots, à peine plus qu'un murmure. Puis il disparut, s'évanouissant dans son bureau, la porte se refermant derrière lui avec un léger déclic. Mais Éléonora resta clouée sur place, son cœur battant contre ses côtes. Car ces 2 mots lui avaient coûté quelque chose. Elle pouvait le voir, et c'étaient les premières vraies choses qu'il lui ait jamais données. Les mois qui suivirent s'écoulèrent comme du miel à travers du verre, lent, doré, dans des moments inattendus, transformant la texture des jours d'Éléonora de manière si subtile qu'elle le remarqua à peine jusqu'à ce qu'elle regarde en arrière et voie le chemin parcouru depuis la mariée effrayée qui se tenait à cette fenêtre striée de pluie le soir de ses noces. Elle avait commencé, presque sans le vouloir, à laisser sa marque sur les recoins oubliés du manoir. Un vase de fleurs sauvages sur le rebord de la fenêtre de la salle du petit déjeuner, où la lumière du matin s'accumulait comme de la crème renversée. Des draps frais parfumés à la lavande dans les chambres d'amis qui étaient restées vides pendant des années.
des coussins recouverts de bleu et de vert doux pour remplacer les noirs et les gris funèbres qui avaient dominé chaque pièce, comme si la maison elle-même était en deuil perpétuel. Les domestiques le remarquèrent, bien sûr qu'ils le remarquèrent, et leur méfiance à son égard s'adoucit progressivement pour se transformer en quelque chose approchant la chaleur, les yeux de Madame Thornton s'embuant lorsqu'elle découvrit qu'Éléonora avait réparé elle-même la déchirure des rideaux de la cuisine plutôt que d'exiger qu'on en achète de nouveaux, la soubrette rougissant de plaisir lorsque la duchesse se souvint de son nom et s'enquit de sa mère malade. Mais c'est avec Thomas, le fils sourd du jardinier, que la gentillesse d'Éléonora brilla le plus clairement, car elle avait pris sur elle d'apprendre les signes que le garçon utilisait pour communiquer, s'asseyant avec lui dans le jardin pendant des heures, pendant qu'il lui enseignait le langage de son monde silencieux. Et elle avait commencé à lui apprendre ses lettres en retour, les traçant dans la terre, avec un bâton pendant qu'il regardait avec des yeux sombres et brillants, comme des pierres polies. Et elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, que Sébastien observait ses leçons depuis la fenêtre de la bibliothèque, son livre oublié entre ses mains. Quelque chose se fissurant dans sa poitrine, comme la glace se brisant sur une rivière gelée. Il se retrouva à cataloguer ses bontés comme un érudit catalogue des spécimens, la façon dont elle servait toujours le thé aux domestiques lorsqu'ils venaient discuter des affaires de la maison avec elle, comme s'ils étaient des invités plutôt que des employés, la façon dont elle avait discrètement fait augmenter le salaire de la blanchisseuse après avoir appris que la femme subvenait aux besoins de 3 jeunes frères et sœurs, la façon dont elle parlait à tout le monde, du plus humble garçon d'écurie au vicaire en visite, avec la même douce courtoisie qui lui semblait aussi naturelle que de respirer. « Elle n'est pas comme Isabelle », pensa-t-il un soir, l'observant à travers l'embrasure de la porte alors qu'elle était assise avec Thomas dans la lumière déclinante, ses mains se déplaçant gracieusement dans l'air. Son rire, quand avait-il entendu un rire pour la dernière fois dans cette maison, flottant dans l'air calme comme de la musique? Et puis, juste après cette pensée, elle ne ressemble à personne. Cette prise de conscience le troubla d'une manière qu'il ne pouvait nommer, car il avait bien construit sa forteresse, avait maçonné chaque pierre avec la culpabilité, le chagrin et la froide certitude qu'il était incapable de ressentir quoi que ce soit de bon sans le détruire. Et pourtant la voilà, cette femme qu'il avait épousée par convenance et par dépit, démantelant tranquillement ses défenses, avec rien de plus que des fleurs dans des vases vides et de la gentillesse envers un garçon sourd. Et il ne savait pas comment combattre un ennemi, qui ne savait pas qu'il menait une guerre, ne savait pas comment se protéger de quelqu'un dont la seule arme était la chaleur. Ce fut un après-midi gris de fin d'automne qu'Éléonora découvrit la porte de l'aile étant ouverte, pas complètement ouverte, mais juste assez pour suggérer que quelqu'un était passé récemment et avait oublié de la sécuriser, et elle se tint dans le couloir sombre, son cœur battant étrangement vite, sachant qu'elle devrait s'éloigner, sachant que c'était un seuil qu'on l'avait averti de ne pas franchir, et pourtant ses pieds l'emportèrent en avant comme attirés par un fil invisible, sa main pressant contre le bois ancien jusqu'à ce qu'il pivote vers l'intérieur sur des gonds qui gémirent comme la voix de la maison elle-même protestant contre cette intrusion dans son deuil le plus sacré. L'air à l'intérieur était épais de poussière et du parfum fantomatique de roses depuis longtemps fanées, et Éléonora se déplaça à travers des pièces qui avaient été figées dans le temps, des meubles drapés de draps blancs comme des linceuls, des miroirs couverts comme si la maison ne pouvait supporter de voir son propre reflet, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à la chambre qui ne pouvait être que la sienne, celle d'Isabelle, préservée avec une fidélité si désespérée qu'Éléonora s'attendait presque à voir la femme elle-même se lever du lit avec son couvre-lit de soie délavé, se retourner depuis la coiffeuse où des brosses en argent gisaient encore disposées à côté de flacons de parfum dont le contenu s'était depuis longtemps évaporé en souvenirs. Mais ce furent les lettres qui la bouleversèrent. Les lettres qu'elle trouva dans une boîte en palissandre sur le secrétaire,
attachées avec un ruban qui avait été bleu, mais qui s'était décoloré jusqu'à la couleur du ciel d'hiver, et bien que chaque principe d'honneur lui dise qu'elle ne devait pas les lire, ses mains bougèrent d'elles-mêmes, dépliant le papier devenu cassant avec l'âge, et elle apprit enfin la vérité que Sébastien avait enterrée dans cette aile scellée avec son cœur. Isabelle avait été malade, non pas de corps mais d'esprit, affligée d'une obscurité de l'âme qu'aucun médecin ne pouvait guérir et qu'aucun amour ne pouvait atteindre, et ses lettres parlaient d'ombres qui la suivaient à travers des pièces ensoleillées, d'un désespoir si profond qu'il avait son propre poids, sa propre voix, lui murmurant dans les heures calmes qu'elle était un fardeau, que Sébastien serait mieux sans elle, que la seule gentillesse qui lui restait était de le libérer. La dernière lettre lui était adressée. « Mon cher Sébastien, pardonne-moi, je ne suis pas assez forte. J'ai essayé, mais l'obscurité est plus forte. » Et Éléonora pressa sa main contre sa bouche pour étouffer le sanglot qui monta dans sa gorge, parce qu'elle comprenait maintenant, comprenait la culpabilité qui s'était calcifiée autour de son cœur comme de la pierre, la terrible conviction qu'il avait échoué à sauver la femme qu'il aimait, que son amour lui-même avait été en quelque sorte insuffisant, un poison plutôt qu'un remède. Elle resta assise longtemps dans cette chambre de fantôme, tenant les lettres d'une femme qu'elle n'avait jamais connue, pleurant pour elle, pleurant pour lui, et quand elle se leva enfin pour partir, elle cueillit une seule rose blanche du vase qu'elle avait placée dans le couloir ce matin-là et la déposa doucement sur la coiffeuse d'Isabelle, une offrande silencieuse, une promesse d'honorer ce chagrin même si elle se battait pour en libérer son survivant. Et elle scella l'aile derrière elle et ne dit pas un mot de ce qu'elle avait trouvé, portant le poids du secret de Sébastien comme un cadeau qu'elle n'avait pas encore mérité le droit de rendre. La crise arriva sans prévenir, comme les crises le font si souvent, arrivant non pas sur les ailes de l'orage ou du scandale, mais sous la forme petite et terrifiante d'un enfant brûlant de fièvre. Thomas, le fils sourd du jardinier, qui était devenu aussi cher à Éléonora que s'il était de son propre sang, trouvé effondré parmi les rosiers qu'il l'aidait à entretenir. Sa peau brûlante au toucher, ses yeux sombres, vitreux et sans regard, alors qu'elle le prenait dans ses bras et le transportait dans le manoir avec une force née d'un amour pur et désespéré. La maisonnée éclata en une panique à peine contenue, les domestiques se précipitant pour de l'eau froide et des linges propres, tandis que Madame Thornton envoyait un cavalier chercher le docteur Pemberton au village. Mais le cavalier revint dans l'heure, seul et le visage cendré, avec la nouvelle que le médecin ne viendrait pas, ne mettrait pas un pied sur les terres d'Ashworth, pour aucune somme, pas même pour un enfant mourant, car les vieilles superstitions étaient tenaces, et la réputation du duc jetait une ombre qui s'étendait même aux questions de vie et de mort. Éléonora était dans la chambre de Thomas. Pressant des compresses fraîches sur son front et retenant des larmes de rage impuissante, lorsqu'elle entendit les portes d'entrée s'ouvrir avec une telle force que le son résonna dans le manoir comme le tonnerre, et puis Sébastien était là, dans l'embrasure de la porte, portant encore ses vêtements d'équitation, éclaboussé de boue, et les yeux hagards d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. Et avant qu'elle ne puisse parler, il avait traversé la pièce jusqu'au chevet, et s'était agenouillé à côté du garçon, sa main, cette main qui avait signé des documents de ruine et écrit des mots de glace, se pressant contre la joue brûlante de Thomas, avec une tendresse qui coupa le souffle d'Éléonora. « Il ne viendra pas, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Le docteur refuse. » Mais Sébastien se relevait déjà, la mâchoire serrée comme du granit, ses yeux contenant un feu qui n'avait rien de froid, et il dit seulement « Alors je l'amènerai » et disparut dans la nuit avant qu'elle ne puisse protester que l'heure était tardive, que les routes étaient dangereuses, qu'aucune menace ou pot de vin n'avait jamais fait bouger le docteur Pemberton lorsque sa peur était éveillée. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Éléonora,
mesurés par les râles superficiels de la respiration de Thomas et les coups sans fin de l'horloge de grand-père dans le hall, et elle parlait au garçon bien qu'il ne puisse l'entendre, signant les mots. « Je suis là, tu es en sécurité, de l'aide arrive. » Encore et encore contre ses doigts mous, voulant qu'il sente sa présence à défaut d'autre chose, et elle priait. Dieu, le destin, toute puissance qui pourrait écouter, que Sébastien revienne à temps, que l'enfant vive, qu'elle ne perde pas cette petite âme brillante qui lui avait appris à parler avec ses mains et à sourire avec son cœur. Et puis, alors que la première lumière grise de l'aube commençait à s'infiltrer à travers les rideaux comme une promesse murmurée, elle entendit des sabots sur l'allée, et Sébastien fit irruption par la porte avec un homme aux cheveux blancs à sa suite. Non pas le docteur Pemberton, mais un médecin du comté voisin, tiré de son lit et amené au galop à travers l'obscurité par un duc qui avait refusé d'accepter un non comme réponse. Et ensemble, ils travaillèrent tout au long du matin naissant, Éléonora et Sébastien côte à côte, suivant les instructions du médecin, tenant les mains de Thomas, faisant baisser sa fièvre, jusqu'à ce qu'enfin le médecin se redresse et dise les mots qui libérèrent le souffle qu'Éléonora avait retenu pendant des heures. La fièvre tombe, il vivra. Elle leva alors les yeux, épuisée, le visage strié de larmes et tremblante, et trouva les yeux de Sébastien déjà posés sur elle, et dans ce regard, quelque chose passa entre eux que ni l'un ni l'autre n'aurait pu nommer. Gratitude et reconnaissance, et les premiers frémissements fragiles d'un lien forgé, non pas en mots, mais dans une veille partagée, dans un espoir désespéré, dans le simple acte humain de se battre ensemble pour une vie qui comptait. Le jardin était devenu le sanctuaire d'Éléonora dans les semaines qui suivirent la guérison de Thomas, un témoignage vivant de ce que la patience et les soins attentifs pouvaient tirer même du sol le plus négligé. Et elle était là, parmi les roses, au crépuscule, quand elle entendit des pas sur le chemin de gravier derrière elle, des pas qu'elle avait appris à connaître aussi intimement que les battements de son propre cœur, bien qu'elle n'aurait pu dire précisément quand la présence de Sébastien était devenue quelque chose que son corps reconnaissait avant que son esprit ne puisse le nommer. Il se tint au bord du parterre de roses pendant un long moment, l'observant travailler, et quand elle se tourna enfin pour lui faire face, elle vit quelque chose dans son expression qui la fit poser son sécateur et se lever pour le rejoindre, époussetant la terre de ses gants, attendant avec une immobilité qui semblait tirer la confession même de ses lèvres. « Vous avez trouvé ces lettres, » dit-il, et ce n'était pas une question mais une affirmation, prononcée sans accusation, et Éléonora ne l'insulta pas par un déni, mais hocha simplement la tête, ses yeux fixés sur son visage, et le silence qui s'étira entre eux n'était pas inconfortable mais plein d'attente, lourd de mots qui avaient attendu 5 ans pour être prononcés. « Je l'aimais, » continua Sébastien, sa voix rauque comme si les mots eux-mêmes avaient des épines. « Ou je croyais l'aimer. J'étais jeune, et elle était belle, et je pensais que l'amour signifiait la possession, la protection, la certitude arrogante que je pouvais être assez pour une autre personne, que ma dévotion pouvait la protéger de toutes les ténèbres. » Il se détourna, son profil acéré se découpant sur la lumière mourante, et Éléonora regarda ses mains se crisper à ses côtés alors qu'il poursuivait. Mais les ténèbres étaient en elle. Et peu importe comment j'essayais, peu importe les médecins que j'ai convoqués, les traitements que j'ai exigés, les heures que j'ai passées à son chevet, en jurant que je ne la laisserais pas partir, je ne pouvais pas l'atteindre, ne pouvais pas la tirer du bord de cet abîme, et à la fin, elle a choisi les ténèbres plutôt que moi, et j'ai passé chaque jour depuis à croire que je n'étais pas son salut mais sa destruction, que quelque chose en moi, une froideur, une insuffisance, l'avait poussé à chercher la seule échappatoire que je ne pouvais empêcher. L'angoisse dans sa voix était presque insupportable, et Éléonora s'approcha de lui sans y penser,
s'arrêtant assez près pour le toucher, bien qu'elle ne l'ait pas encore fait. Et quand elle parla, sa voix était douce, mais certaine. Portant le poids de tout ce qu'elle avait appris dans la chambre glacée d'Isabelle, « Peut-être n'étiez-vous pas sa destruction, peut-être que le chagrin a réécrit votre mémoire, a fait de vous le méchant d'une tragédie qui n'avait pas de méchant, seulement des victimes. » Sébastien se tourna pour lui faire face, et elle vit le scintillement de larmes non versées dans des yeux qui ne lui avaient montré que de la glace depuis le jour de son arrivée, et elle continua doucement. « Les lettres que j'ai lues parlaient d'une femme qui vous aimait désespérément et se détestait de ne pas pouvoir ressentir cet amour comme elle croyait le devoir. Ces ténèbres n'étaient pas votre échec, Sébastien, c'était une maladie de l'esprit qu'aucune dévotion ne pouvait guérir. Et la plus grande cruauté de sa mort est qu'elle vous a laissé croire que vous étiez à blâmer pour quelque chose qu'il n'a jamais été en votre pouvoir d'empêcher. » Il la fixa comme si elle avait parlé dans une langue étrangère, comme si le concept d'absolution lui était si étranger qu'il ne pouvait en comprendre la forme, et dans la lumière déclinante du jardin qu'elle avait ramené à la vie, Éléonora vit la première fissure apparaître dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Pas un effondrement, pas encore, mais une fracture à travers laquelle la lumière pourrait éventuellement se déverser. Et elle sut à ce moment-là qu'elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait pour que le reste des murs s'écroule, qu'elle prendrait soin de cet homme blessé aussi patiemment qu'elle avait pris soin de ses roses, croyant toujours en la floraison qui attendait sous les épines. La prise de conscience vint à Éléonora non pas comme un coup de tonnerre, mais comme une aube lente, de la manière dont l'hiver cède la place au printemps à travers d'innombrables moments imperceptibles, jusqu'à ce qu'un matin, vous vous réveilliez pour trouver le monde transformé, et elle reconnut avec un mélange d'émerveillement et de terreur qu'elle était tombée amoureuse de son mari. Cet homme qui avait juré de ne jamais l'aimer, cette créature blessée de glace et d'ombre qui avait commencé, sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait voulu, à occuper chaque recoin de son cœur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour la distance prudente qu'elle s'était promis de maintenir. Elle s'était crue en sécurité, avait cru que sa compassion n'était que charité chrétienne, que son intérêt pour ces profondeurs cachées n'était rien de plus que la curiosité que toute femme pourrait ressentir envers un mystère partageant sa maison. Mais maintenant, elle comprenait que chaque fois qu'elle avait tendu l'oreille pour entendre ses pas dans le couloir, chaque fois que son pouls s'était accéléré au son de sa voix, chaque fois qu'elle s'était surprise à se demander quelle pensée se mouvait derrière ses yeux gris d'orage, elle était en train de tomber, lentement, inexorablement, comme une feuille dérivant vers une rivière qui l'emporterait vers des lieux d'où il ne pourrait y avoir de retour. Le danger de l'espoir était un couteau qu'elle sentait presser contre sa poitrine chaque matin à son réveil et chaque nuit lorsqu'elle était seule dans sa chambre, car elle avait vu trop clairement les murs qu'il maintenait. La façon dont il s'approchait pour ensuite se retirer, la culpabilité qui assombrissait encore ses traits chaque fois que quelque chose comme de la chaleur vacillait entre eux, et elle savait, oh, comme elle le savait, qu'aimer un homme qui se croyait incapable d'amour, c'était courtiser une dévastation dont elle pourrait ne jamais se remettre. Elle résolut donc de garder son cœur, de l'envelopper de fer et de glace de sa propre fabrication, d'accepter les miettes de connexion qu'il offrait sans se permettre de désirer le festin dont elle avait de plus en plus envie. Mais le cœur, cet organe traître, refusait d'obéir aux dictats de la raison, et elle se retrouvait à l'attendre au petit déjeuner, à s'attarder dans les pièces où elle savait qu'il pourrait apparaître, à chérir chaque contact accidentel de leurs mains comme s'il s'agissait d'un joyau d'une valeur inestimable. Et Sébastien, bien qu'elle ne pût le savoir, menait sa propre guerre contre le même ennemi, lui qui avait juré sur la tombe d'Isabelle qu'il ne risquerait plus jamais la destruction que l'amour entraînait inévitablement, se retrouvait à chercher la présence de sa femme avec un désespoir qui l'effrayait,
organisant ces journées pour que leurs chemins puissent se croiser, inventant des raisons de visiter le jardin où elle travaillait, ou la bibliothèque où elle lisait, tourmentée par le souvenir de sa douceur dans la chambre du malade, de son absolution dans la roseraie, de la façon dont elle le regardait, comme si elle pouvait voir, au-delà du monstre, l'homme qu'il avait été autrefois. Et chaque fois qu'il se surprenait à graviter vers sa lumière, il entendait sa propre voix résonner dans la chapelle le jour de leur mariage. « Je ne vous aimerai jamais », et il sentait le vœu se resserrer autour de sa gorge comme un nœud coulant, alors même que chaque fibre de son être luttait pour se libérer de la promesse qui lui avait autrefois semblé sa seule protection contre un chagrin trop terrible pour être survécu 2 fois. L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt, portée par un messager du bureau du Lord Lieutenant, et bien que Sébastien l'ait froissé dans son poing avec un juron murmuré, il n'y avait aucun moyen d'échapper à l'obligation sociale qui avait été si soigneusement formulée qu'un refus était impossible. Le duc d'Ashworth organiserait le bal d'automne, la première réception de ce genre que le manoir ait vue en près de 6 ans, et le comté y assisterait pour être témoin de ce que beaucoup murmuraient pourrait être l'émergence de la mystérieuse nouvelle duchesse de l'ombre de son mari. Éléonora avait supervisé les préparatifs avec une efficacité calme qui démentait le battement de nerfs dans sa poitrine, transformant la grande salle de bal d'un mausolée couvert de draps en un pays des merveilles scintillant de chandelles et de fleurs de serre, et le soir même, elle se tenait devant son miroir dans une robe de soie bleu nuit que Madame Thornton l'avait aidée à choisir dans le catalogue d'une modiste londonienne. La couleur du crépuscule, avait dit la gouvernante avec une sentimentalité inhabituelle, la couleur de l'espoir arrivant à la fin d'une longue journée. Lorsqu'elle descendit le grand escalier pour accueillir leurs invités, elle était consciente de la présence de Sébastien qui l'attendait en bas, sa tenue de soirée formelle le rendant plus incroyablement beau qu'elle ne l'avait encore jamais vu, et elle était également consciente de la façon dont son souffle sembla se couper lorsqu'elle apparut, ses yeux gris la parcourant avec une intensité qui réchauffa sa peau sous la soie, bien qu'il ne dise rien au-delà des mots formels requis, offrant son bras avec la courtoisie guindée d'un étranger. Le comté était venu en force, attiré autant par la curiosité que par l'obligation, et Éléonora sentit leurs yeux sur elle alors qu'elle se déplaçait à travers l'assemblée scintillante, les murmures qui suivaient dans son sillage, les évaluations prudentes des femmes, les regards franchement admiratifs des hommes, et elle garda la tête haute, faisant appel à chaque leçon de grâce que sa mère lui avait jamais enseignée, déterminée à faire honneur à la position qu'elle n'avait jamais demandée, mais qu'elle ne déshonorerait pas. Elle ne vit pas la façon dont Sébastien l'observait de l'autre côté de la pièce, son champagne intact dans sa main, suivant ses mouvements avec l'attention féroce d'un homme témoignant de quelque chose de précieux qu'il craignait de voir s'envoler à tout moment. Mais elle remarqua, lorsque Lord Harrington, un baron des domaines voisins, aux cheveux d'or et à l'assurance facile, la réclama pour une danse et la tint un peu plus près que la bienséance ne l'exigeait, ses compliments coulant comme du miel, ses yeux bleus brillant d'une admiration non dissimulée. C'est pendant la valse que tout changea. Sébastien apparut à son coude comme matérialisé de l'ombre, sa voix sèche alors qu'il réclamait ses droits en tant que mari, et alors que sa main se posa à sa taille et l'attira dans la danse, Éléonora sentit la pièce autour d'eux s'estomper et disparaître jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la musique, l'homme et le courant d'électricité qui jaillissait entre leurs corps, là où ils se touchaient. Et lorsqu'elle leva les yeux vers les siens, elle y vit non pas de la glace mais du feu, une flamme jalouse qui consumait toute prétention d'indifférence, et à ce moment-là, tournoyant dans ses bras sous un millier de bougies, elle comprit que quoi qu'il puisse dire, quels que soient les vœux qu'il avait prêtés, Sébastien Blackwood n'était pas immunisé contre elle, après tout. Les invités étaient partis dans un tourbillon de carrosses et d'adieux, la grande salle de bal se tenant maintenant vide,
à l'exception des bougies vacillantes et des restes épars d'une soirée qui avait promis l'élégance, mais avait plutôt livré une catastrophe qui alimenterait les ragots du comté pendant des mois. Car ils avaient tous été témoins de Lord Harrington acculant la duchesse dans l'alcôve du jardin, avaient vu le duc émerger des ombres comme un spectre vengeur, avaient entendu le claquement sec de ses paroles fendant l'air nocturne alors qu'il congédiait le baron avec une fureur froide qui ne souffrait aucune discussion et laissait Harrington pâle et bégayant ses excuses avant de fuir vers son carrosse, et maintenant Éléonora se tenait au centre de sa chambre. Portant encore la robe bleu nuit qui l'avait fait se sentir belle quelques heures plus tôt, mais qui lui semblait maintenant un costume d'une pièce qu'elle ne souhaitait plus jouer, faisant face à un mari dont la mâchoire était serrée comme du granit, et dont les yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne pouvait concilier avec ses proclamations sans fin d'indifférence. « Vous n'aviez pas le droit », s'entendit-elle dire, sa voix tremblant non pas de peur, mais d'une fureur qui égalait la sienne, née de mois d'incertitude, d'espoir offert et retiré, d'aimer un homme qui refusait d'admettre qu'il était capable de la même chose. Vous ne revendiquez aucun attachement à moi. Vous avez juré le jour de notre mariage que je ne devais attendre que le devoir. Et pourtant, vous vous déchaînez comme un mari jaloux quand un autre homme me prête la moindre attention. Que dois-je penser d'une telle contradiction, Sébastien ? Que dois-je croire quand vos paroles disent une chose et que vos actions crient une autre ? Il se tenait rigide près de la cheminée, les poings serrés, et elle regarda la bataille se jouer sur ses traits. La façon dont il semblait chercher des mots, puis les rejeter, la façon dont ses yeux brûlaient dans les siens, avec quelque chose qui ressemblait douloureusement à du désir, avant que la glace ne descende une fois de plus, scellant toute vérité qui avait menacé de s'échapper. « Harrington est un libertin et un scélérat, » dit-il finalement, sa voix plate et contrôlée. « Je protégeais la réputation de ma maison. Rien de plus. Ne vous flattez pas que mon intervention signifiait autre chose qu'une préoccupation pratique pour le nom d'Ashworth. » La cruauté de ces mots la frappa comme un coup physique, et elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une dernière barrière qu'elle avait maintenue contre le poids total de son désespoir, et avant qu'elle ne puisse les arrêter, les larmes coulaient sur ses joues, toute sa contenance soigneusement préservée, se dissolvant face à cette blessure finale et délibérée. « Alors, je ne suis rien pour vous, » murmura-t-elle. « Rien d'autre qu'un nom, un devoir, une transaction pour régler vos comptes et préserver votre précieuse réputation. Je pensais peut-être, j'ai bêtement cru que sous la glace il pourrait y avoir. » Mais elle ne put finir, ne put donner voix aux espoirs qu'elle avait nourris. Et elle se détourna de lui, ses épaules secouées par des sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir, et elle ne vit pas la façon dont sa main se tendit vers elle puis retomba, ne vit pas l'angoisse qui tordit ses traits avant qu'il ne se maîtrise et ne se retire de la pièce sans un autre mot, la laissant seule avec son chagrin et les braises mourantes d'un feu qui ne pouvait réchauffer le froid se propageant dans son cœur. Et elle pleura jusqu'à ce que l'aube éclaire les fenêtres, comprenant enfin qu'elle se brisait contre la pierre de son silence, et que si elle restait, il n'y aurait bientôt plus rien d'elle à sauver. 3 jours passèrent en silence, 3 jours pendant lesquels Éléonora se déplaça dans le manoir comme un fantôme, prenant ses repas dans sa chambre, évitant les pièces où elle pourrait le rencontrer. Sentant les dernières réserves de sa force s'épuiser à chaque heure qui n'apportait aucun mot, aucune excuse, aucune reconnaissance que quoi que ce soit se soit passé entre eux. Et le matin du 4e jour, elle se réveilla avec une clarté qui ressemblait à de l'eau glacée dans ses veines, un calme terrible s'installant dans son cœur, alors qu'elle comprenait enfin ce qu'elle devait faire pour survivre, car elle ne pouvait pas continuer cette demi-existence, aimant un homme qui ne voulait pas l'aimer, espérant de la chaleur d'un cœur qui avait choisi de rester gelé, se brisant contre des murs qui ne tomberaient jamais. Et ainsi, elle se leva de son lit et appela la femme de chambre pour l'aider à faire ses malles,
pliant méthodiquement les robes qu'elle avait portées pendant ces mois, en tant que duchesse, laissant derrière elle les bijoux qui lui avaient été présentés comme des gages de sa position, elle ne prendrait rien qui ne soit vraiment à elle, rien qui pourrait la lier à cette maison d'ombre un instant de plus que nécessaire. La lettre fut la partie la plus difficile. Elle resta assise à son secrétaire pendant près d'1 heure, la plume tremblant dans ses doigts, essayant de trouver des mots qui expliqueraient sans accuser, qui le libéreraient de toute obligation, tout en préservant ce qui restait de sa dignité, et à la fin, elle écrivit simplement qu'elle le remerciait pour la protection de sa famille, qu'elle comprenait qu'il n'avait jamais promis plus que le devoir, qu'elle le libérait même de ce fardeau maintenant, et vivrait tranquillement avec son père et ne le dérangerait plus. Elle n'écrivit pas qu'elle l'aimait, car à quoi servirait une telle confession, sinon à l'humilier davantage, et elle scella la lettre avec des mains fermes, bien que son cœur se brisait dans sa poitrine. Elle fermait la dernière malle quand la porte s'ouvrit brusquement sans avertissement, et Sébastien se tenait sur le seuil, le visage pâle comme la mort, ses cheveux sombres en désordre, comme s'il y avait passé les mains 1000 fois, et dans sa poigne tremblante, elle vit la lettre. Interceptée d'une manière ou d'une autre, découverte d'une manière ou d'une autre, avant qu'elle ne puisse la poser sur son bureau et s'éclipser. Et ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, contenaient quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant, quelque chose de brut, de désespéré et de terrifié, dépouillé de toute la glace et du fer qui l'avaient blindé pendant si longtemps. « Qu'est-ce que c'est » exigea-t-il, sa voix rauque, les mots arrachés de lui comme s'il causait une douleur physique. « Quelle folie est-ce là, Éléonora ? Vous ne pouvez pas avoir l'intention de partir, vous ne pouvez pas. » Et il sembla lutter pour respirer, sa main écrasant la lettre alors qu'il entrait dans la pièce, son regard tombant sur les malles faites avec une expression d'une telle angoisse qu'elle sentit sa propre résolution vaciller malgré tout, malgré la cruauté de la nuit du bal, malgré tous ses démentis. « Je le peux, » murmura-t-elle, « je le dois. Je ne peux pas survivre en vous aimant, Sébastien, pas quand vous ne voulez pas. » Mais il franchit la distance entre eux en 2 enjambées, et ses mains attrapèrent ses épaules, et ses yeux brûlèrent dans les siens d'un feu qui consuma chaque mur, chaque défense, chaque mensonge soigneusement construit qu'il s'était dit et lui avait dit. Et quand il parla, sa voix se brisa sur les mots comme un navire se brisant sur des rochers. « Vous ne pouvez pas partir, ne comprenez-vous pas, Éléonora ? Vous êtes la seule lumière dans cette maison d'ombre, la seule chaleur que j'ai connue en 5 années d'hiver. Et si vous partez, vous emporterez avec vous chaque raison que j'ai trouvée de respirer le matin. S'il vous plaît, ne partez pas. » Le silence qui suivit ces paroles s'étira entre eux comme un souffle retenu, et Éléonora le fixa, son cœur battant contre ses côtes, osant à peine croire ce qu'elle avait entendu. La seule lumière dans cette maison d'ombre, l'avait-il appelée. Et pourtant, comment pouvait-elle faire confiance à de tels mots, alors qu'il avait passé des mois à construire des murs entre eux, alors qu'il avait juré le jour de leur mariage qu'elle ne devait attendre rien d'autre qu'un devoir froid, alors que 3 nuits auparavant seulement, il avait rejeté ses larmes comme de la flatterie et l'avait laissé pleurer seul jusqu'à l'aube. Mais ses mains agrippaient toujours ses épaules, tremblant maintenant, et ses yeux ne contenaient aucune de la glace à laquelle elle s'était habituée, seulement une vulnérabilité brute et terrible qui dépouillait le redoutable duc et révélait sous lui un homme qui était simplement, désespérément effrayé. « Vous parlez de lumière, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Mais vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour éteindre l'espoir. Pourquoi devrais-je vous croire maintenant, Sébastien, alors que vous avez passé tout notre mariage à me convaincre que votre cœur est hors de ma portée ?» Et quelque chose sembla s'effondrer en lui à ces mots, une dernière forteresse se réduisant en poussière, et il lâcha ses épaules seulement pour prendre ses mains dans les siennes, les pressant contre sa poitrine, où elle pouvait sentir le rythme sauvage et instable de son cœur, et quand il parla,
Sa voix était rauque d'une douleur qui avait été enfouie pendant 5 longues années. « Parce que je suis un lâche, dit-il, l'aveu arraché du plus profond de lui-même. Parce que j'ai été terrifié à chaque instant depuis votre arrivée dans cette maison. J'ai vu Isabelle s'éteindre. L'ai vue glisser dans une obscurité que je ne pouvais pas atteindre, et je m'en suis blâmé. J'ai cru que mon amour était un poison, que tout ce que je touchais se flétrissait et mourait, et quand vous êtes arrivé ici, avec votre courage tranquille et votre cœur doux, j'ai su dès le premier instant que vous aviez le pouvoir de me détruire complètement, et alors j'ai construit mes murs et j'ai prononcé mes cruautés, et je me suis dit que si je pouvais vous faire me détester, si je pouvais vous chasser avant que vous ne preniez racine dans mon cœur, alors je serais en sécurité, alors je n'aurais plus jamais à me tenir devant une tombe en sachant que j'avais échoué à sauver quelqu'un que j'aimais. » Sa prise sur ses mains se resserra, et elle vit des larmes s'accumuler dans ses yeux sombres, des larmes qu'elle n'avait jamais imaginé que cet homme fier et froid était capable de verser. Et ses mots suivants tombèrent comme des pierres dans une eau calme, envoyant des ondes à travers tout ce qu'elle avait cru. « Mais il était déjà trop tard, » continua-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous étiez dans mon cœur avant que je sache comment m'en prémunir. Quand je vous ai trouvé dans la bibliothèque cette première nuit, quand je vous ai regardé planter des fleurs dans mon jardin mourant, quand vous avez laissé du thé à ma porte après mes cauchemars et n'avez rien demandé en retour, quand vous vous êtes assise à côté de Thomas pendant sa fièvre et avez montré plus de soin pour l'enfant d'un domestique que n'importe quelle dame de votre rang ne l'aurait fait. Je vous ai aimé, Éléonora, je vous aime depuis des mois, luttant contre cela chaque jour, me disant que mon vœu tenait toujours même s'il se brisait 1000 fois, et la nuit du bal, quand j'ai vu Harrington vous approcher, j'ai enfin compris que je ne protégeais pas seulement le nom d'Ashworth, je brûlais d'une jalousie si féroce qu'elle m'a terrifié, parce que cela signifiait que mes défenses avaient complètement échoué. Il porta une de ses mains à ses lèvres, déposant un baiser sur ses doigts tremblants. Et ses yeux ne quittèrent jamais les siens, alors qu'il prononçait les mots qu'elle avait désespéré d'entendre un jour. « J'ai juré que je ne vous aimerais jamais. J'ai rompu ce serment chaque jour depuis que vous êtes devenue ma femme. Et j'ai fini de faire semblant. J'ai fini de me cacher derrière ma peur. Je vous aime, Éléonora, je vous aime. Et si vous souhaitez toujours partir, je ne vous arrêterai pas. Mais je vous en supplie, s'il vous plaît, restez. » Et les larmes coulaient maintenant sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir, et elle libéra ses mains des siennes seulement pour les lever vers son visage, berçant sa mâchoire, comme elle avait rêvé de le faire pendant tant de mois silencieux et douloureux. « Je vous ai aimé, » murmura-t-elle en retour. « Je vous ai aimé quand j'aurais dû vous détester. Je vous ai aimé quand vous ne m'avez donné que de la glace. Je vous ai aimé et cela me brisait. Mais je suis là, Sébastien, je suis toujours là. » Ils restèrent là un long moment, ses mains berçant son visage, ses larmes mouillant ses paumes, puis lentement, avec révérence, Sébastien baissa son front pour le poser contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'espace entre eux, alors que les malles faites gisaient oubliées, et la lettre froissée abandonnée sur le sol, mais la chambre sembla soudain trop petite, trop lourde des fantômes de toutes les nuits solitaires qu'elle avait passées entre ses murs. Et comme s'il lisait ses pensées, Sébastien prit sa main et la conduisit sans un mot hors de la pièce, le long des couloirs sombres où les bougies vacillaient dans leurs appliques, à travers les grandes portes qui s'ouvraient sur le jardin qu'elle avait entretenu pendant tant de mois, et l'air de la nuit se précipita à leur rencontre, frais et doux du parfum des roses qui fleurissaient blanches, rouges et roses au clair de lune. Le jardin qui avait été mourant à son arrivée, maintenant vivant et florissant, comme s'il avait attendu, comme ils avaient tous attendu, ce moment d'abandon.
Les nuages qui s'étaient rassemblés au coucher du soleil s'écartaient alors qu'il marchait parmi les fleurs, et Éléonora leva les yeux pour voir les étoiles émerger une par une, dispersées à travers l'obscurité de velours comme des diamants jetés par une main négligente. Et Sébastien s'arrêta près de la tonnelle de rose, où elle avait passé tant d'heures solitaires, où elle avait murmuré ses secrets aux épines et prié pour avoir la force de supporter un autre jour sans espoir. Mais il y avait de l'espoir maintenant, un espoir qui flamboyait en elle comme un feu, et quand elle se tourna pour lui faire face, elle le trouva, la regardant avec une expression d'adoration si nue que de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « J'ai rêvé de cela », murmura-t-il, tendant la main pour essuyer les larmes de son visage avec des doigts tremblants. « Je me suis tenu à ma fenêtre, et je vous ai regardé dans ce jardin, et j'ai rêvé de venir à vous, de vous prendre dans mes bras, de vous dire tout ce que j'étais trop lâche pour dire. Mais je me suis convaincu que je n'en avais pas le droit, que je ne vous apporterais que du chagrin, que vous méritiez mieux qu'un homme aussi brisé que moi. » Et elle secoua la tête, pressant à nouveau sa main sur son cœur, où il battait fort et régulièrement sous sa paume. « Je n'ai jamais voulu mieux, » répondit-elle. « Je n'ai jamais voulu que vous, l'homme qui laisse de la nourriture pour les chiens errants, qui achète des chaussures pour les enfants des domestiques, qui traverse les tempêtes pour sauver le fils d'un jardinier, qui lit de la poésie seul à minuit parce qu'il ressent trop profondément et craint de le montrer. Cet homme, Sébastien, celui que vous avez essayé si fort de me cacher, c'est lui que j'aime. » Et à ces mots, quelque chose sembla se libérer en lui, une dernière chaîne tombant, et il prit son visage dans ses mains et abaissa sa bouche sur la sienne, dans un baiser qui était à la fois tendre, désespéré et guérisseur, un baiser qui avait le goût des larmes, de la lumière des étoiles et de la douceur des roses, et Éléonora sentit le monde disparaître jusqu'à ce que plus rien n'existe que ses lèvres contre les siennes, ses bras la serrant fort, son cœur battant au même rythme que le sien. Et quand enfin ils se séparèrent, il murmura son nom contre ses cheveux comme une prière, comme une promesse, comme un vœu qui ne serait plus jamais brisé. Et au-dessus d'eux, les derniers nuages s'écartèrent pour révéler un ciel brillant d'étoiles, et la vieille maison sembla soupirer de soulagement, comme si elle aussi avait retenu son souffle pendant 5 longues années, attendant que l'ombre du chagrin se lève, attendant que l'amour revienne enfin dans ses murs. La transformation du manoir d'Ashworth commença dès le lendemain matin, lorsque Sébastien prit la main d'Éléonora et la conduisit à l'aile est, ce couloir hanté où elle n'était entrée qu'une seule fois, en secret, la culpabilité lourde dans sa poitrine, et ensemble, ils ouvrirent chaque porte, tirèrent chaque rideau, laissèrent la pâle lumière du soleil d'automne inonder des pièces qui avaient été enveloppées de ténèbres pendant 5 longues années. Et alors qu'ils se tenaient dans la chambre préservée d'Isabelle, Sébastien parla d'elle enfin sans le poids écrasant de la culpabilité, parla de sa maladie, de sa souffrance et de son impuissance, et Éléonora écouta, lui tint la main et l'aida finalement, doucement, à lui dire adieu. Ils rangèrent les affaires d'Isabelle avec respect et soin, gardant quelques précieux souvenirs mais se débarrassant du reste, et lorsque la pièce fut vide, Sébastien pressa son front contre celui d'Éléonora et murmura « Merci » avec une gratitude si brute qu'elle comprit que c'était le véritable début de sa guérison, le moment où il s'autorisait à cesser de vivre comme un mémorial à ses échecs et à commencer à construire quelque chose de nouveau. Dans les semaines qui suivirent, le manoir sembla se réveiller d'un long et pénible sommeil. Des peintres arrivèrent pour éclaircir les murs délavés, des artisans réparèrent la maçonnerie en ruine, et les domestiques se déplaçaient dans les couloirs avec des pas plus légers et des sourires plus faciles, ne marchant plus sur la pointe des pieds autour d'un maître dont le chagrin l'avait rendu brusque et froid, mais servant plutôt un duc qui connaissait leur nom, qui s'enquérait de leur famille, qui riait vraiment,
un son si étranger à Ashworth que Madame Thornton fut émue aux larmes la première fois qu'elle l'entendit résonner dans les couloirs. Le village, lui aussi, commença à remarquer le changement. Sébastien traversait les rues sans sa mine renfrognée habituelle, s'arrêtait pour parler aux commerçants et aux fermiers, faisait des dons généreux au fond de l'église et à l'école du village, et les murmures qu'il avait autrefois dépeints comme impitoyables et froids parlaient maintenant, sur un ton émerveillé, de transformation, de la nouvelle duchesse, qui avait d'une manière ou d'une autre fait fondre la glace autour de son cœur, et la vieille femme qui avait raconté à Éléonora l'histoire du jeune duc avant son premier mariage, souriait d'un air entendu chaque fois qu'elle les voyait passer, comme si elle avait toujours cru que ce jour viendrait. Mais ce furent les petits moments privés qu'Éléonora chérissait le plus, la façon dont Sébastien la cherchait à la bibliothèque juste pour s'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle lisait, les promenades qu'ils faisaient ensemble sur les landes balayées par le vent, les mains entrelacées et les épaules se touchant, les dîners qui s'étiraient tard dans la soirée parce qu'aucun ne pouvait supporter de mettre fin à leur conversation, la façon dont il la regardait à travers chaque pièce, comme si elle était la chose la plus merveilleuse qu'il ait jamais vue, et les nuits, oh les nuits, où il venait dans sa chambre, non par devoir mais par un amour désespéré et dévorant, où il murmurait son nom contre sa peau, et la tenait comme si elle était précieuse au-delà de toute mesure, et Éléonora, qui était arrivée à Ashworth en n'attendant rien d'autre qu'une froide survie, se retrouva rayonnante d'un bonheur si profond qu'il l'effrayait parfois, comme si une telle joie ne pouvait durer, ne pouvait être réelle. Mais Sébastien semblait sentir ces moments de doute, et il prenait son visage dans ses mains, la regardait dans les yeux et disait « Je vous aime, je vous aimerai toujours, vous m'avez sauvé. » Jusqu'à ce qu'elle le croie, jusqu'à ce que la peur s'estompe et que seule la chaleur demeure, se répandant dans la vieille maison comme la lumière du soleil à travers des rideaux ouverts, ramenant la vie dans chaque coin ombragé, chaque pièce oubliée, chaque cœur qui s'était refroidi dans le long hiver du deuil du duc. 5 automnes avaient peint les landes d'or et de cuivre depuis la nuit où Éléonora avait défait ses malles et choisi de rester, et en cette matinée particulière d'octobre, elle se tenait sur la terrasse du manoir d'Ashworth, regardant la pluie tomber doucement sur les jardins. Mais cette pluie ne ressemblait en rien aux tempêtes impitoyables qui l'avaient accueillie toutes ces années auparavant, en rien au déluge gris qui avait semblé pleurer le chagrin contenu entre ses murs. Cette pluie était douce, nourrissante, du genre qui poussait les dernières roses de la saison à fleurir et remplissait l'air du riche parfum de la terre humide et des choses qui poussent. Et alors qu'Éléonora serrait son châle contre le froid agréable, elle s'émerveillait de voir à quel point le monde s'était complètement transformé. Comment le manoir qui lui avait semblé une prison lui semblait maintenant le seul foyer qu'elle ait jamais vraiment connu. Le son des rires d'enfants retentit quelque part dans le jardin en contrebas, clair et limpide comme des clochettes d'argent, et le cœur d'Éléonora se gonfla alors qu'elle regardait ses filles émerger de derrière les haies. Charlotte, qui avait 4 ans et avait hérité des cheveux sombres et du front sérieux de son père, mais riait plus facilement que Sébastien en avait jamais appris à le faire à cet âge, et la petite Rose, âgée de seulement 2 ans, trottinant avec détermination après sa sœur, ses yeux couleur de miel de sa mère brillant de malice, et derrière elle venait Sébastien lui-même, le duc d'Ashworth, autrefois craint, son manteau abandonné quelque part sur la pelouse, sa chemise blanche s'humidifiant sous la pluie, alors qu'il poursuivait les filles avec des grognements exagérés et les bras tendus, prétendant être le monstre dans le jeu qu'elles avaient inventé, et quand Charlotte hurla de terreur ravie et que Rose s'effondra de rire sur l'herbe mouillée, Éléonora pressa sa main contre son cœur et sentit des larmes piquer ses yeux devant la pure et impossible merveille de tout cela. Cet homme rieur, trempé de pluie, rempli de joie,
qui attrapait sa plus jeune fille dans ses bras et déposait des baisers sur ses joues rondes, pendant que Charlotte s'accrochait à sa jambe en réclamant son tour. Ce ne pouvait pas être le même homme qui s'était tenu dans le hall d'entrée 6 ans plus tôt et avait déclaré avec une certitude si froide qu'il ne l'aimerait jamais. Et pourtant c'était lui. Transformé si complètement que parfois même Madame Thornton, qui le connaissait depuis l'enfance, s'arrêtait sur le pas des portes simplement pour le regarder avec une incrédulité émerveillée. Sébastien leva alors les yeux, comme s'il sentait son regard, et même à travers la distance du jardin, Éléonora put voir le sourire qui se répandit sur son visage lorsque ses yeux trouvèrent les siens. Non pas le masque poli qu'il avait autrefois porté, non pas la torsion sardonique de ses premiers jours, mais un sourire d'un bonheur si pur et simple qu'il lui coupait encore le souffle, même après 5 ans de mariage qui avaient dépassé tous les espoirs secrets qu'elle avait à peine osé nourrir pendant ses premiers mois difficiles. Il posa doucement Rose, murmura quelque chose à Charlotte qui la fit hocher la tête d'un air important et prendre la main de sa sœur, puis il traversa le jardin en direction de la terrasse, sans se soucier de la pluie qui assombrissait ses cheveux et coulait en filets sur son visage, et quand il l'atteignit, il la prit dans ses bras sans hésitation, sans la retenue qui avait autrefois régi chacune de ses interactions. Et Éléonora rit alors que la pluie trempait son châle et que son étreinte mouillée humectait sa robe, mais elle ne se dégagea pas, ne pouvait pas se dégager, car même après tout ce temps, ses bras restaient son endroit préféré au monde. « Vous allez attraper la mort », murmura-t-elle contre sa poitrine, mais il n'y avait aucun véritable reproche dans sa voix, seulement de la tendresse. Et Sébastien pressa ses lèvres sur ses cheveux. Ce geste familier, cette habitude bien-aimée, et quand il parla, sa voix était rauque d'une émotion qui ne s'était jamais estompée, jamais affaiblie, seulement approfondie à chaque saison qui passait. « Je vous aimerai », murmura-t-il, les mots un écho délibéré du vœu qu'il avait si bêtement fait et si complètement rompu, transformé maintenant en une promesse qu'il renouvelait chaque jour de 1000 petites manières. Toujours, Éléonora, toujours. Cher auditeur, alors que la pluie continue de tomber doucement sur le manoir d'Ashworth et que le duc serre sa duchesse contre lui sur la terrasse, pendant que leur fille joue parmi les roses qui poussaient autrefois sauvages et négligées dans un jardin que personne n'entretenait. Peut-être vous demandez-vous quelle vérité se cache au cœur de ce conte, quelle sagesse peut être tirée de l'histoire d'un homme qui a juré qu'il n'aimerait jamais, et d'une femme qui n'a rien demandé, mais a tout donné. Et laissez-moi donc vous parler maintenant non pas de Sébastien et Éléonora, mais des miracles silencieux qui se déploient dans les espaces entre le désespoir et l'espoir, dans l'accumulation patiente de petites gentillesses qui peuvent, avec le temps, user même les plus hauts murs construits par le chagrin, la peur et la terrible conviction que l'on est indigne d'amour. Nous vivons dans un monde qui célèbre les grands gestes et les transformations instantanées, qui nous dit que les cœurs peuvent être gagnés d'un seul regard et les âmes guéries d'un seul baiser. Mais la vérité est bien plus humble et bien plus belle. La vérité est que l'amour arrive le plus souvent, non pas comme un coup de foudre, mais comme une pluie douce, s'infiltrant lentement dans un sol devenu dur et craquelé par trop de saisons de sécheresse. Et la vérité est que les personnes qui semblent les plus irrécupérables sont souvent celles qui ont le plus désespérément besoin d'être sauvées, qui ont construit leur forteresse de glace et de pierre, non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles ressentent trop et ne peuvent en supporter le poids. Si vous avez déjà aimé quelqu'un qui semblait incapable de vous aimer en retour, si vous vous êtes déjà tenu à une fenêtre en regardant les tempêtes faire rage sur un paysage désolé, et vous êtes demandé si la chaleur reviendrait un jour dans les froides chambres de votre vie, si vous avez déjà été tenté d'abandonner l'espoir, parce que l'espoir lui-même était devenu trop douloureux à porter, alors peut-être que cette histoire a murmuré quelque chose à votre cœur que vous aviez besoin d'entendre. Peut-être vous a-t-elle rappelé
que sous l'extérieur le plus cruel peut battre un cœur qui est simplement terrifié par sa propre capacité à ressentir, et que votre patience, votre gentillesse, votre présence calme et constante peuvent être la chose même qui donne enfin à ce cœur la permission de sortir de son long et solitaire hiver. Mais laissez-moi aussi dire ceci, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne souhaite pas être sauvé, et vous ne devez jamais vous perdre entièrement dans le projet de la rédemption d'un autre. Éléonora a survécu parce qu'elle a maintenu sa dignité, parce qu'elle a continué à cultiver son propre jardin même lorsque le maître de la maison ne voulait pas le regarder, parce qu'elle a compris que sa valeur ne dépendait pas de la reconnaissance de Sébastien. Et c'est précisément cette intégrité, cette force douce, qui l'a finalement attiré hors de ses ténèbres et dans sa lumière. Alors avancez, cher auditeur, avec espoir mais aussi avec sagesse, avec patience, mais aussi avec autopréservation, sachant que l'amour n'est pas une bataille à gagner, mais un jardin à entretenir, et que les plus belles roses fleurissent souvent dans un sol autrefois considéré comme stérile et irréparable, que votre propre cœur trouve son printemps, que les murs qui vous entourent s'effondrent au moment exact, que quelqu'un laisse une tasse de thé chaud à votre porte lorsque les tempêtes font rage à l'intérieur, et quand enfin vous vous retrouverez sous la pluie, les bras enroulés autour de vous et des mots d'amour murmurés contre vos cheveux, puissiez-vous savoir dans les chambres les plus profondes de votre être que vous avez toujours été digne de cette tendresse, toujours méritant de cette joie, toujours capable de la transformation qui semblait si impossible en toutes ces matinées grises et désespérées, où vous vous demandiez si le soleil brillerait à nouveau. Reposez-vous maintenant, rêvez doucement, et croyez. Croyez toujours en la rédemption de ceux qui ont oublié comment croire en eux-mêmes.